Bonjour à tous. Merci d'être venus pour la présentation sur le biofuel. Donc on va vous présenter, je vais vous présenter. Donc le biofuel, c'est une nouvelle énergie. En fait, c'est la suite logique du fuel. Juste pour vous faire, pour rappeler quand même quelque chose. Aujourd'hui, le fuel, c'est quand même la troisième énergie de chauffage en France. Un tiers des ménages sont chauffés au fuel. Il y a quand même aujourd'hui plus de 25 000 communes qui ne sont pas alimentées par des réseaux gaz. Donc aujourd'hui, on a quand même aussi un besoin fuel. Et on a une utilisation. Alors, moi, je suis le président du syndicat des distributeurs de fuel pour Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc en fait, aujourd'hui, on est sur un secteur géographique où on a quand même de la rigueur climatique et où le fuel est quand même une énergie qui est importante et qui est disponible. Aujourd'hui, c'est 6 millions de mètres cubes de fuel qui ont été livrés en 2021. Ça, c'est le nombre de chaudières. Alors en fait, on a vu qu'on a aujourd'hui, le marché est à peu près de 30 000 unités, 30 000 chaudières qui se vendent en France, 30 000 chaudières fuel. L'inconvénient ou l'avantage de la chaudière fuel, c'est qu'elle dure longtemps. C'est des chaudières qui sont robustes, qui sont faciles à entretenir et donc qui durent longtemps. Nous, on le voit, nos chauffeurs qui livrent du fuel tous les jours voient souvent des chaudières qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans. Vous pourrez voir sur notre stand, on a une vieille LB2 qui est une chaudière qui a 60 ans. C'était les vieilles chaudières charbon qui ont été modifiées pour le fuel et on l'a sorti il y a encore, c'est un collègue qui fait de l'installation, qui a enlevé la chaudière il y a 2 ans. C'est-à-dire qu'on a des chaudières qui sont très robustes. C'est un avantage, mais un inconvénient. Parce qu'aujourd'hui, du coup, les clients, avec le flou artistique du mix énergétique, ne savent pas trop comment faire. Et globalement, ils ont des appareils qui sont encore là, qui sont robustes, qui malheureusement ne sont pas ultra performants. Parce qu'une chaudière qui a 40 ans, forcément, elle n'a pas du tout le même rendement qu'une chaudière actuelle. Un petit point réglementaire, je ne vais pas être très long là-dessus, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Le cadre réglementaire. Début 2022, une loi sur les équipements thermiques qui interdit en fait l'usage, hop là, c'est après, qui interdit en fait l'usage d'appareils de chauffage dont le combustible émet plus de 300 grammes de CO2 par kWh PCI. Et là, nous, le fuel émet plus de 300 grammes de CO2 par kWh PCI. Donc on demande au gouvernement si c'est bien le produit, c'est-à-dire que si on arrive à avoir un produit qui est moins émissif, est-ce que c'est OK? Et donc là, en fait, je vous passe les exemptions, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, depuis le 1er juillet 2022, nous n'avons plus le droit d'installer de chaudière fuel. Et donc c'est là où, depuis en fait, nous, quelques années, on réfléchit en fait à un produit qui incorpore des biocarburants afin d'abaisser en fait la teneur, les émissions du produit. Et donc avec un fuel à 30% d'incorporation de biocarburants, on est en dessous des 300 grammes. Donc là, l'État nous dit, oui, c'est bon, avec ce produit-là, vous êtes en dessous, donc on peut poser ces appareils. Il y a quelques exceptions. Ça, c'était plus l'anecdote pour faire voir qu'on est en France et qu'on a toujours une loi et que la loi peut être toujours un peu bifurquée. C'est-à-dire qu'on peut continuer à installer des chaudières fuel si elles sont en cas d'hybridation. C'est-à-dire qu'une PAC hybride avec la PAC et la chaudière fuel, on a le droit de l'installer. C'est une bizarrerie, mais c'est comme ça. Vous avez des exceptions si vous êtes en bout de ligne et que vous ne pouvez pas installer une PAC, s'il n'y a pas de place. Il y a plein d'exceptions qui sont quand même, globalement, liées au maître d'ouvrage. C'est toujours le propriétaire qui doit le faire, mais pour être sûr de pouvoir poser une chaudière fuel, il faut que le professionnel, RGE ou non, ou un autre, fasse une audit et s'engage à signer pour dire « là, je ne peux pas ». Donc aujourd'hui, concrètement, ça n'existe pas, parce que justement, on a aujourd'hui en fait une solution pour après. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que depuis le 1er juillet 2022, rien ne change. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'interdiction du fuel chauffage. Parce qu'en fait, il y a eu beaucoup d'amalgames. Aujourd'hui, depuis le 1er juillet 2022, les installations fuel existantes peuvent continuer
à fonctionner au fioul. On peut continuer à entretenir sa chaudière, à la réparer. C'est-à-dire que s'il y a un problème sur le brûleur, la pompe qui lâche, on peut continuer à faire la maintenance. La seule problématique, c'est justement si on a une chaudière qui arrive en fin de vie, eh ben on ne peut plus installer une chaudière fuel, mais une chaudière biofuel. Mais ça ne remet pas en cause le parc. Aujourd'hui, on a plus de 3 millions de chaudières qui ont plus de 20 ans. Donc notre objectif, c'est de dire une chaudière qui a plus de 20 ans, elle a un rendement qui est beaucoup moins bon que les chaudières actuelles. Donc aujourd'hui, dans le cadre des économies d'énergie, on est sur le salon Bipositive, le but, c'est d'arriver à faire des économies d'énergie à nos clients. Donc bien évidemment, c'était un peu le sujet il y a quelques semaines sur les pompes à chaleur, dire on met des pompes à chaleur dans les passoires thermiques. Bien évidemment, la priorité, c'est d'isoler les maisons et de consommer moins. Et après, d'être dans la performance. Mais aujourd'hui, si vous avez une maison qui est très bien isolée, qui est au fioul, bah, vous changez la chaudière fuel par une chaudière biofuel, automatiquement, vous allez baisser les consommations. Et l'avantage du matériel fuel, du matériel biofuel, c'est qu'on reste sur un matériel qui est facile de mise en œuvre et qui reste un matériel économique dans sa pose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une installation fuel, vous allez être sur des prix à 6 000 à 8 000 euros sur la chaudière en rénovation. Donc en termes de coût pour le consommateur, ça reste intéressant. Donc, plus le droit des chaudières fuel, chaudières biofuel, donc il faut s'adapter avec le produit biofuel. Alors, qu'est-ce que le biofuel? Le biofuel, alors le biofuel 30, c'est une incorporation en fait de 30% d'ester méthylique d'huile végétale de colza. Donc en fait, on est parti sur une filière française. On parle beaucoup d'autonomie énergétique, d'indépendance énergétique. Donc on a la chance d'avoir aujourd'hui en France des producteurs de colza. Donc l'idée en fait, c'est de dire on récupère un des sous-produits de la culture du colza, qui est l'huile, pour l'estérifier. Et en fait, on intègre 30% de cet ester de colza dans le fuel. Donc on a un produit avec 70% de fuel et 30% de biocombustible qui nous fait un produit qui est compatible pour les chaudières. Donc ça je vous passe, c'est où est produit le colza. On a une grosse région de production de colza à partir de Dijon, au-dessus de Dijon, dans le nord de la France. Ce qui est important, en fait, c'est qu'on ne va pas cultiver du colza pour faire de l'énergie. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en fait, on cultive du colza pour faire de la protéine animale. De la protéine végétale pour la nutrition animale plutôt. C'est-à-dire qu'un hectare de colza, en fait, va nous donner à peu près 1,6 tonne de tourteau. Donc le tourteau, en fait, c'est quand on presse la graine, on va avoir de l'huile qui s'extrait et du tourteau. Et en fait, l'importance du colza, c'est de faire du tourteau. Et ce tourteau, après, on l'intègre en nutrition animale pour donner à manger à nos bêtes. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que la protéine végétale qu'on donne à notre élevage français, c'est quasiment tout importé du Brésil. Donc l'objectif, c'est de dire, on incite nos producteurs français à faire du colza. On arrive aussi à mieux les rémunérer. Comme ça, on a du tourteau qui va pour nos élevages. Et l'huile, en fait, la problématique aujourd'hui, c'est l'huile. Parce que l'huile de colza, vous en prenez pas beaucoup pour faire de l'huile de salade. Et en fait, l'huile de colza, aujourd'hui, on ne savait pas la vendre. C'était une des problématiques des filières françaises. Et avec l'émergence, justement, des biocarburants et nous, des biocombustibles, aujourd'hui, on sait valoriser, en fait, cette huile. Donc aujourd'hui, ça, c'est sur les ventes nationales. Il y a une partie de l'huile qui est vendue forcément la première pression à froid. Une partie de cette huile est vendue en huile alimentaire. Mais tout le reste, aujourd'hui, se vendait peu et souvent partait sur des filières export. Ce qui est quand même dommage de produire quelque chose chez nous et de le vendre à l'étranger. C'est quand même d'essayer d'utiliser chez nous. Et donc aujourd'hui, cette huile, en fait, on sait la garder, l'estérifier. En fait, on mélange. En fait, c'est pour avoir de la fluidité, pour que le produit se mélange très bien et soit miscible avec le fuel. En fait, l'huile de colza, on la mélange avec de l'éthanol. Donc c'est 90% d'huile de colza avec 10% d'éthanol, ce qui nous donne en fait un ester méthylique, 90% d'ester méthylique d'huile végétale. Donc c'est vraiment un fluide qui est relativement fluide comme du fuel, et 10% de glycérine. Et ça nous permet de faire de la glycérine française et de la glycérine végétale. Donc, nous, ça fait depuis en fait 2020, il y a marqué 2021-2021. Et en fait, c'est 2020-2021. C'était quasiment en plein Covid, où en fait, on a fait des tests
pour valider avec les constructeurs de chaudières, BDR Thermea, Perge, Weishaupt, les gens qui nous suivent. On a fait des tests pour valider en fait la compatibilité entre les chaudières et le produit. Donc en fait, en région Rhône-Alpes, on a suivi ces essais-là. On a suivi 4 installations en rénovation. On a changé les chaudières, on a mis des nouvelles chaudières. On a adapté les circuits, c'est-à-dire que on a, pour valider et pour bien vérifier, on a fait un nettoyage de cuve, un vidé, nettoyage de cuve. On a mis le produit. On est passé en monotube. L'importance, en fait, c'est qu'aujourd'hui, le produit, la partie bio, en fait, du produit est relativement agressive et relativement sensible, notamment sensible à l'oxydation. Donc l'objectif, c'est d'éviter d'avoir des retours. Donc on a beaucoup d'installations qui sont en bitube, c'est-à-dire qu'on aspire le produit de la cuve, on va à la chaudière, et en fait on a une partie qui part en combustion, mais on a une partie qui revient en retour cuve et qui replonge dans la cuve. Quand vous êtes à côté d'une cuve et la chaudière fonctionne en bitube, on entend le goutte à goutte et c'est le retour du produit. Et en fait, le retour du produit goûte et on a tendance à une oxydation du produit. Alors autant le produit fuel, 100% fuel classique, on arrive à résister à l'oxydation. Avec le bio, on a tendance à dégrader plus facilement l'oxydation. Donc pour éviter ça, en fait, on passe en monotube. C'est des technologies qui existent depuis longtemps. En plus, certains l'utilisent depuis longtemps. On a un seul tube qui aspire le produit de la cuve, un filtre dégazeur, et on va à la chaudière. Donc voilà. Et en fait, on a fait ces tests-là. Alors, je vous passe. Au début, on nous avait dit attention le cuivre, attention le cuivre. Donc les tests, on les a fait en enlevant le cuivre. Enfin, on a laissé les tuyaux en fait, et on a fait courir le long du tuyau des tuyaux caoutchouc en fait compatibles sur tout ce qui est biocarburant pour être sûr et pour valider. Le but, c'était vraiment de voir la compatibilité entre le produit, le biofuel et la chaudière, et de ne pas prendre de risques. Aujourd'hui, avec le recul, avec des analyses, en fait, on sait qu'on peut passer avec des tuyaux cuivre. La problématique du cuivre, en fait, c'est qu'il faut avoir un cuivre qui a été passivé. Donc en fait, un cuivre passivé, c'est un cuivre qui a vu passer du produit. Et sur une ancienne installation, le produit, il a vu passer le cuivre a vu passer le produit, donc il n'y a aucun souci. Donc ça veut dire qu'en fait, les prérogatives pour passer et pour installer une chaudière biofuel en remplacement d'une chaudière fuel, c'est de garder, s'il y a deux tuyaux, vous coupez les deux tuyaux, vous en gardez un seul et on le bascule directement. Donc voilà, donc c'est les tests. Hein. On a fait des tests en fait sur 2 ans où régulièrement on venait analyser le produit en cuve pour voir la stabilité, les combustions dans le corps de chauffe, on démontait les brûleurs pour voir si ça allait bien. Et en fait, on a vu que ça fonctionnait comme du fuel en fait. Donc c'est ce qui nous a permis de valider le produit. Donc voilà les marques aujourd'hui qui nous accompagnent, Perge, Weishaupt, Dietrich. Nous on est sur le stand juste derrière. Si vous voulez des compléments d'information, on pourra vous les donner. Vous avez le site internet Biofuel où vous retrouvez en fait la liste de tous les distributeurs de fuel qui peuvent commercialiser du biofuel. Ce qu'il faut voir, c'est que le produit, en fait, pour labelliser, pour pouvoir mettre sur le marché un produit pétrolier, c'est un petit peu compliqué, parce que c'est régi par le BNP, un bureau de normalisation des produits pétroliers. Et donc en fait le biofuel n'a été validé en fait par l'administration qu'au mois d'octobre dernier. C'est-à-dire qu'en octobre 2022, donc avant octobre 2022, on ne pouvait pas vendre de produits parce qu'il n'existait pas pour l'administration fiscale et les douanes. Donc ça se courait un peu, c'est qu'on pouvait installer des chaudières, mais on n'avait pas le produit, parce que voilà, on est sur le début d'une filière, donc il faut la lancer. Alors si vous vous souvenez un petit peu, septembre 2022, c'était des grèves de raffineries, des blocages de raffineries. Donc forcément, le produit n'a pas été mis en place tout de suite, parce que la priorité pour les opérateurs pétroliers, pour les dépôts, ce n'était pas forcément d'arriver à mettre un nouveau produit. Donc ça a mis du temps. Aujourd'hui, ça y est, nous, en région lyonnaise, on a 2 dépôts qui peuvent nous fournir du F30. Donc on a ce produit en disponibilité. Donc voilà. Donc les recommandations, ça c'est ce que je vous ai dit. Aujourd'hui, vraiment, en fait, une des vraies prérogatives aussi sur le bio, c'est l'eau. Là, il faut vraiment faire attention à l'eau, parce qu'en fait, la partie bio, en fait, est un peu hydrophile et peut garder l'eau. Et par contre, les pompes n'aiment pas l'eau. C'est pour ça le monotube est mieux. Parce que quand on est sur un monotube,
on est sûr de ne pas avoir de retour. Des fois, avec des retours, avec de l'air qui stagne dans le cuve, on peut avoir comment dire, la favorisation en fait, de condensation dans l'air en haut de cuve. Et après, la condensation se retrouve en bas. Et ça peut être source de soucis chez le consommateur. Donc voilà. Aujourd'hui, ce qui est important, donc je vous dis, une vieille cuve, une vieille chaudière fuel, si on la remplace, aujourd'hui on n'a pas de choix, on met une chaudière biofuel. Aujourd'hui, si on a des interrogations de nos clients qui ont des chaudières fuel, mais qui voudraient passer au biofuel, c'est possible. Il faut faire la prérogative, comme je vous ai dit, de la cuve, c'est-à-dire de la cuve au brûleur, monotube, enfin voilà, faire tout ça, ça c'est globalement plutôt facile. Par contre, une chose à bien vérifier, en fait, c'est que la pompe du brûleur, là c'est marqué en fait, sur la pompe du brûleur, vous avez un petit V. Et quand il y a un petit V sur la pompe du brûleur, ça veut dire qu'en fait les joints sont en Viton. Et en fait, si on a des joints en Viton sur la pompe, c'est-à-dire que la pompe elle est compatible pour le F30. Normalement, si vous voulez, les chaudières depuis une dizaine d'années et les pompes des chaudières depuis une dizaine d'années sont adaptées et sont avec du Viton. Mais il faut bien valider. Si vous avez des clients qui veulent le faire, il faut valider. Au pire, vous demandez au constructeur de la biocompatibilité. Parce qu'aujourd'hui, en fait, les fabricants de pompes, ils ne fabriquent pas des pompes que pour la France. Et on a déjà des incorporations de bio dans d'autres pays. Donc c'est pour ça qu'on a des brûleurs qui sont déjà compatibles pour notre produit F30. D'ailleurs, là, il y a marqué B30 parce qu'en fait, on a fait un produit F30 pour faire l'analogie, comme vous avez sur les essences E85, B7. Et ben voilà, le B c'est biodiesel, c'est la même chose que pour le fuel. Là, c'est un lien, donc je ne sais pas si les présentations seront sur... mais au pire, vous venez nous voir sur le stand et on pourra vous les communiquer. En fait, il y a le CETIAT, on a travaillé avec le CETIAT, qui a un bureau d'études sur Lyon, qui justement a suivi en fait, toute l'expérimentation pour valider en fait, la compatibilité entre les chaudières et le produit. Et ils ont en fait, fait des recommandations pour le passage du fuel au biofuel. Donc voilà. Formation, donc nous en fait on est distributeur de produits pétroliers et en fait on a créé un module de formation pour nous, pour nos équipes déjà, de distributeurs de fuel, mais aussi pour les installateurs, pour les gens des négoces et pour les installateurs, pour former justement sur le biofuel, plutôt une formation qui est presque une formation un peu filière. C'est comment détecter qu'un client a un besoin et comment aborder en fait ce côté un peu entre guillemets commercial, mais c'est comment on voit tous, je pense que vous voyez tous quand vous allez chez un client et vous dites moi je veux ça. Et moi ça me surprend toujours parce que, alors moi je suis pas du tout installateur, je suis juste livreur de produits, d'énergie, mais à un moment donné c'est vous les sachants, c'est vous les installateurs, et moi je suis toujours effaré de le consommateur, ok, mais il lit sur internet et aujourd'hui les gens en lisant sur internet ils savent mieux que vous. Non, les sachants c'est vous. Et donc aujourd'hui, justement, on a fait une formation, que ce soit pour nous, les distributeurs, pour nos assistantes commerciales, pour nos chauffeurs, qui ne sont pas des installateurs, mais pour qu'ils aient un petit vernis technique pour justement pouvoir commencer à embrayer la marche et à expliquer aux clients pourquoi il faut rester sur cette énergie-là et les avantages de nos énergies. Une énergie qui est stockable, du matériel qui est robuste, qui est pérenne dans le temps. Tous ces arguments-là. Et aussi, mine de rien, des appareils qui chauffent. Parce qu'aujourd'hui, on installe beaucoup de choses et on a des gens qui se retrouvent dans des maisons où, quand il fait vraiment froid, on a du mal à avoir la température voulue. Et mine de rien, on est en 2023 et le confort dans une maison, c'est quand même aussi important. Et là, on allie les deux, où on fait des gains en termes d'empreinte environnementale, mais aussi on reste sur du matériel qui a une vraie efficacité thermique. Et c'est quand même aussi super important. Et dans un coût et dans un budget limité. Voilà. Donc voilà, donc on a créé une petite formation. Si vous avez des distributeurs de fuel autour de chez vous, en fait on est en train de la lancer, la formation, et on aura des formations régulières là, dans les mois à venir. Donc les 10 points à retenir. Le décret équipement thermique qui annonce en fait l'interdiction d'installation de chaudières neuves au fioul, mais qui du coup fait que ce n'est pas une interdiction du fioul chauffage,
mais c'est bien une interdiction de pose de chaudière fuel. On a la solution avec les chaudières biofuel. Ça, c'est super important. Donc le biofuel, qui est un fuel avec une incorporation de biocarburant. Aujourd'hui, du matériel et des brûleurs qui sont compatibles F30. Aujourd'hui, toutes les marques de chaudières et de brûleurs que vous connaissez ont à leur gamme ces matériels-là. Il y a de nombreuses références. La transformation d'une installation existante peut se faire. Après, est-ce qu'il y a un intérêt économique ou pas? Après, c'est aussi la volonté du client de vouloir amorcer aussi une transition. Mais dans tous les cas, voilà, il faut bien valider dans ce cas-là la compatibilité de l'ancien matériel avec ce nouveau produit. Et donc, pour finir, et je serai quasiment dans les temps, c'est de dire qu'aujourd'hui, le F30, c'est fait. C'est une étape qui a été un peu douloureuse pour nous. C'est une transition sur 2-3 ans avec tout le Covid, la guerre. Enfin, on continue nos activités en même temps de développer ça. Donc c'est compliqué. Mais le F30 aujourd'hui existe. Le matériel est là. Le produit est là. Il existe. Aujourd'hui, on passe déjà sur une nouvelle étape. On est en train de faire des tests justement avec les constructeurs de chaudières in situ. Ils l'ont testé chez eux. Ça fonctionne. Ils le savaient déjà, mais on voulait valider. Et aujourd'hui, on est en train de faire des tests en cas d'école réel sur du F55, donc sur une intégration à 55% de biocarburant. Donc là, ça veut dire qu'aujourd'hui, le F55, l'idée, c'est d'arriver assez vite, avant 2025-2026, sur un F55. Et l'objectif, à terme, pour nous, c'est d'avoir un produit demain 100% bioliquide. L'objectif, on fixe une trajectoire à 2050 sur un 100% bioliquide. Est-ce que ce sera encore avec du colza ou est-ce qu'on aura évolué vers d'autres produits? Ça, pour l'instant, on ne sait pas vous le dire. Voilà. Mais l'objectif, c'est d'accompagner en fait la transition et de ne pas faire une rupture du jour au lendemain. De dire, vous avez du matériel, il faut le jeter, il faut le remplacer. Non, s'il y a du matériel, vous avez du matériel existant qui va continuer, qu'on sait entretenir, qu'on sait pérenniser. Et demain, si vous voulez changer, on a les solutions. Donc voilà, hop là. Donc j'en ai terminé. Est-ce que vous avez des questions, Allez-y. Moi, je voulais savoir, par rapport à une installation existante, la consommation de fuel en litres, par rapport à un fuel domestique complet ou un biofuel, est-ce que ça va augmenter avec le biofuel? Alors en fait, ça c'est une question. Aujourd'hui, le pouvoir calorifique de 1000 litres de fuel ou 1000 litres de biofuel, on est quasiment sur le même pouvoir calorifique. On est sur le même pouvoir calorifique. En fait, aujourd'hui, c'est vraiment le matériel. C'est dire que vous avez une maison type qui consomme 1500 litres de fuel. Aujourd'hui, c'est à peu près le cas typique. Une maison de 120, 130 mètres carrés, isolée normalement. Voilà, vous allez être sur 1500 litres de consommation. Une chaudière qui a 30 ans, vous la remplacez par une chaudière moderne, vous allez faire 30% d'économie. C'est-à-dire que forcément, vous avez une vieille voiture. Moi, je prends souvent l'exemple des voitures. C'est-à-dire que les premières voitures que moi je vois mon père, les premières voitures des parents, la 2 chevaux, à 130 km/h, ils consommaient beaucoup. Aujourd'hui, pour faire le même trajet, on consomme beaucoup moins. Et les chaudières, c'est pareil. Et aujourd'hui, on a des constructeurs de matériel. C'est pas le produit qui fait la dépense énergétique, c'est vraiment le matériel. Donc aujourd'hui, en fait, bien évidemment, aujourd'hui, on insiste sur l'isolation parce que la priorité, c'est il n'y a que l'énergie qu'on n'a pas à dépenser, c'est celle qu'on va pas consommer. Donc c'est important d'avoir une enveloppe thermique qui soit le plus isolée possible. Ça, c'est une priorité. Et après, on s'occupe pour moi de l'appareil de chauffage. Mais aujourd'hui, on est sur des consommations, sur des chaudières fuel, on est sur aujourd'hui des consommateurs fuel qui sont à 6-7 000 litres, il n'y en a plus beaucoup. Donc aujourd'hui, on est sur une consommation moyenne qui est à peu près de l'ordre de 1000 à 2000 litres, suivant la maison, suivant l'isolation. Et en fait, le gain de consommation, il va vraiment se faire par la modernisation de l'installation.
pas compliqué, hein. Vous avez une chaudière qui avait des rendements de 75%, ou maintenant vous avez des chaudières avec des modulants, des condensations, où on va tutoyer les 100%. Voilà. Et après si on veut rentrer encore plus dans l'économie, vous avez des chaudières, des packs hybrides où vous avez un couplage entre la chaudière fuel et la pompe à chaleur. L'avantage, c'est d'avoir une pompe à chaleur dimensionnée, plus petite pompe à chaleur, qui elle a un est super efficiente sur des plages de température plutôt clémentes, on va dire, mais on a quand même besoin de chauffage. Et derrière, quand on a vraiment besoin d'énergie, on passe sur le fuel, en fait. Voilà. Mais après, c'est du matériel. On a 2 matériels au lieu d'1, donc ils coûtent un peu plus cher. Donc voilà, après, c'est l'adéquation. Mais je dirais que après, c'est vous, les installateurs, c'est les installateurs qui savaient vendre ces matériels-là. Et c'est aussi en fonction de l'attente du client. Est-ce que le client il est prêt à mettre ça? Est-ce qu'il veut faire ça? Et voilà. Mais ce qui est important, c'est vraiment la performance du matériel qui fait l'économie d'énergie. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai été limpide. Sinon, si vous avez... Attendez. Une remarque, si vous voulez, parce que vous parlez de la parc hybride et tout à l'heure, vous avez dit que c'était bizarre qu'elle soit aidée et tout ça. Et vous en avez très bien parlé, là. C'est un procédé qui est formidable, hein, pour moi, hein, et plus écologique que de mettre des packs avec des appoints électriques dans certains types d'installations. Voilà. Parce que la PAC hybride, la partie fuel, ça ne doit pas dépasser 20%. Hein, c'est 3-4% de la consommation, 20% maximum. Sauf qu'en période de pointe, là, il n'y a pas de problème d'effacement ou quoi que ce soit. Hein. Si on met une PAC avec des appoints électriques, quand il fait très froid, qu'est-ce qui va tourner? Les appoints électriques. Et on va ramener de l'électricité. Avec un coefficient de conversion qu'on considère qui était à plus de 2,5, maintenant il est soi-disant à 2,3. Mais ça veut dire qu'on va produire l'électricité en Allemagne avec des centrales à charbon, les distribuer ici pour aller faire tourner les pompes à chaleur. C'est beaucoup plus écolo de mettre des packs hybrides. Hein. Alors, c'était juste un compliment. Si vous voulez, hier, on a fait une conférence. Hier, on avait le monsieur de la R&D de chez BDR qui expliquait ça, justement. Qui explique justement c'est un super bon couplage. C'est-à-dire quand il y a peu de rigueur climatique où on produit une énergie électrique en France avec un bilan carbone plutôt bon. Par contre, quand il y a des vraies pointes électriques, en cas de déphasement, on est bien meilleur au fuel et on est bien plus performant. Et aujourd'hui, en amenant du biofuel, on répond à cette empreinte énergétique en abaissant en fait, les grammes de CO2 par kilowattheure d'émission. Il faut qu'on rende l'antenne. Voilà. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, on est juste sur le stand, juste derrière. Donc voilà. Merci.